Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous partager une chose qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Un court témoignage pour celles et ceux qui vivent parfois ce genre de choses. Dans le silence, dans l'anxiété, même dans l'angoisse et l'isolement. Aussi pour vous donner des pistes concrètes pour calmer cette angoisse, pour se sortir de la panique, si vous vivez ce genre de situation. Celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne savent que j'ai arrêté de consommer de l'alcool depuis avril-mai 2024. Ça fait plus d'1 an maintenant. Il m'arrive exceptionnellement, au restaurant par exemple, de prendre une bière ou un verre de vin rouge. Mais je suis définitivement sorti d'une consommation quotidienne qui commençait à faire des dégâts sur ma personnalité et même sur mes relations. Donc ça a été pour moi important de reprendre le contrôle de cette consommation jusqu'à l'arrêter. « Mais il y a quelques semaines, je me suis rendu un samedi soir chez des amis. J'ai revu de nombreux amis de longue date. C'était une soirée vraiment plaisante pour moi de tous les revoir, mais tellement plaisante que je me suis mis à boire ce soir-là. Et donc finalement, ça a été une soirée où j'ai bu. Quelques verres de champagne, peut-être 5 ou 6, pour vous donner un ordre d'idée. Mais comme je vous disais, je n'ai plus l'habitude de boire. Et donc, je me souviens d'une grande partie de la soirée, mais pas de tout. J'ai eu des trous de mémoire, dus à cette consommation excessive. Vers minuit, je suis parti de la soirée, un peu de manière précipitée et ivre, sans vraiment savoir ce que je faisais. Je suis rentré chez moi, seul, à pied, tant bien que mal. Je me souviens quand même en partie du retour. J'ai pu m'orienter et trouver mon chemin. Arrivé chez moi, j'étais relativement calme, pas d'angoisse particulière. Mais j'étais encore mal à cause de l'alcool. Nausée, envie de vomir, besoin d'aller aux toilettes. Puis je me suis endormi, encore habillé, dans mon lit. J'étais saoul, mais sain et sauf chez moi. Mais le lendemain matin, en constatant les quelques trous de mémoire que j'avais de cette soirée, mon esprit est parti dans une spirale de doute, d'angoisse, induit par des idées intrusives pour combler ces blancs dans ma mémoire, pour remplir les espaces. Mon trouble obsessionnel, que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, je dirais plutôt mon doute obsessionnel dans ce cas précis, a repris les commandes, avec sa logique absurde, mais implacable. C'est ça le cœur du doute obsessionnel. Ce n'est pas une simple peur, c'est une machine à remplir. Mon esprit ne supporte pas l'incertitude. Il veut comprendre, il veut maîtriser, il veut anticiper. Et s'il ne peut pas savoir, alors il invente. Mais il n'invente pas n'importe quoi. Il invente le pire. Il me dit, et s'il s'était passé quelque chose de grave, du genre un abus, pendant la nuit, sur le chemin du retour? Parce que mon esprit croit ainsi se préparer au pire. Je veux dire, pour mon esprit, imaginer à l'avance le danger, c'est se préparer au danger. Pour lui, c'est une forme de sécurité. Vous savez, j'ai vécu mon enfance dans une angoisse perpétuelle du calme. Parce que chez mes parents, ce calme précédait toujours la colère et la violence de mon père. Mon esprit s'est alors forgé une sorte de conviction. Si tout va bien, c'est que c'est louche. Et puis, il y a eu longtemps chez moi, depuis petit, une sorte d'intolérance à la paix, à la tranquillité d'esprit. Comme si je ne méritais pas cette paix-là. J'étais le préféré de la fratrie, ce qui suscitait, et c'est compréhensible, de l'envie, parfois même de la colère chez mes frères, et peut-être chez mes cousins aussi. Pendant très longtemps,
j'ai culpabilisé de cette position de préféré. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je souffre pour être accepté, pour être aimé de mes frères. Et même si je me suis libéré de ce schéma, notamment grâce à ma psychothérapie analytique, il m'arrive encore parfois d'y retomber. Je vous parle de tout ça parce que je pense que c'est une des causes de mon doute obsessionnel. Il doit m'arriver quelque chose et je ne mérite pas la paix. C'est pourquoi j'ai été si longtemps dans le contrôle. Parce qu'une partie de moi voulait me protéger d'un malheur qu'une autre partie de moi pensait mériter. C'est comme ça que j'ai longtemps fonctionné. Et même si j'ai pu déconstruire ce fonctionnement, il m'arrive encore ponctuellement de le revivre. Par réflexe, par anticipation, par protection. Et donc, pendant plusieurs jours, l'idée intrusive me persuadait que j'avais réellement été en danger. Du genre, tu te souviens pas de tout, donc sûrement on t'a fait du mal, mais tu t'en souviens pas. À partir de là, tout s'enchaîne. Une gêne physique anodine ou bien un léger mal de gorge devient un symptôme suspect. Et si c'était autre chose? Une fatigue due à la chaleur, c'est peut-être finalement le signe d'une infection? Un oubli d'avoir reçu des photos sur WhatsApp pendant la soirée? Peut-être que ma mémoire avait complètement décroché cette nuit-là. Tout ce que je vivais était relu à travers une seule grille, celle de la peur induite par l'idée intrusive du danger. Et c'est cette supposition qui ne vous lâche pas, qui crée l'angoisse, pas les faits. Les faits, eux, sont neutres. Pas de traces, pas de douleur, pas de réveil en panique, pas de fièvre, pas de symptômes inquiétants. Mais mon esprit s'en méfiait de cette absence de symptômes concrets et de traces. Il voulait quand même croire qu'il y avait un danger caché. L'idée intrusive, comblant les trous de mémoire, ne me lâchait plus. Une possibilité infime qu'il me soit arrivé quelque chose, mais une angoisse bien réelle. Vous savez, c'est le paradoxe du doute obsessionnel. Quand tout va bien, c'est suspect. Avec le recul, je vois bien que cette angoisse n'est pas seulement liée à une soirée alcoolisée, elle dit quelque chose de plus ancien. Elle parle d'un enfant qui a grandi dans l'incertitude et l'insécurité. Elle parle d'un enfant pour qui le calme précédait le chaos. Un enfant pour qui être en paix était presque plus angoissant que d'être en danger. Un enfant qui était dans une permanente anticipation de la violence, prête à surgir de ce calme apparent. Et aujourd'hui encore, une part de moi continue parfois à croire que le calme cache un danger. À croire que je dois être sur mes gardes pour anticiper le danger et ainsi me protéger et moins souffrir. Et donc, dans ma tranquillité, mon esprit me bombarde parfois d'idées intrusives pour me maintenir dans une tension. C'est une protection ancienne qui se maintient. Mais cette protection, en perdurant, me coupe en quelque sorte de la vie. Voilà pourquoi il est important d'avoir des parades à ce fonctionnement, des moyens concrets, des outils pour atténuer l'angoisse dès qu'elle s'installe, pour réduire l'emprise de l'idée intrusive. C'est ce que je vais vous partager maintenant. Je vais maintenant vous partager les parades qui m'aident à faire face aux doutes obsessionnels. Les deux premières parades ne sont pas les plus efficaces, mais je vous les partage quand même, parce qu'elles parleront peut-être à certains d'entre vous et qu'elles peuvent déjà aider à retrouver un peu de calme.
Revenons à ce qui m'est arrivé. Le réel, c'est que je me suis couché par moi-même, sans l'aide de personne. Je n'étais pas non plus en état de panique, et je n'avais aucune trace, aucune marque d'un éventuel abus. Pas de fièvre, pas d'éruption, pas de ganglion, pas de douleur suspecte. Le réel, c'est aussi que ma fatigue était probablement due à la chaleur, ou tout simplement au contre-coup de l'angoisse que je m'étais infligée, jour après jour, semaine après semaine. Le réel, c'est que je suis en vie, que mon corps fonctionne, et que, même si mes souvenirs sont partiels, rien n'indique que j'ai été en danger cette nuit-là. Voilà la première parade. Essayez de se raisonner en revenant au concret. Revenir aux faits, à ce qu'on sait vraiment. C'est pas toujours suffisant, mais parfois ça aide à redescendre un peu. Apprendre aussi à accueillir doucement l'incertitude, à ne pas chercher à tout vérifier, ni à tout contrôler. Apprendre à se dire, si je suis en paix, c'est pas que je suis en danger, c'est peut-être simplement que je suis enfin en paix. Parler à son enfant intérieur, lui dire « merci de me protéger, mais aujourd'hui, je ne suis plus en danger. En danger comme toi, tu as pu l'être dans le passé. » Je veux dire, quand une idée intrusive revient, on peut essayer de lui parler doucement. Lui dire « merci d'avoir veillé sur moi. Merci de m'avoir protégé comme tu as pu. Mais maintenant, tu peux me laisser. Je vais continuer sans toi. » Le dire avec tendresse, parce qu'on la mérite, cette tendresse. Et le dire avec bienveillance envers soi-même. Parce qu'au fond, cette idée intrusive, c'est une part de nous. Une part blessée, mais sincère. Mais aujourd'hui, c'en est assez. On veut vivre autrement, avec un peu plus de calme, avec un peu plus de confiance, avec un peu plus de spontanéité. On en arrive maintenant aux parades que j'estime encore plus efficaces. Au fil du temps, j'ai compris que c'est pas seulement dans l'instant qu'on peut apaiser une angoisse, je veux dire au moment où elle nous envahit, c'est aussi et surtout en amont, en comprenant notre fonctionnement psychique en profondeur. C'est ce que m'a apporté ma psychothérapie analytique. Elle m'a permis de rendre intelligible ce fonctionnement qui s'imposait de force. Elle m'a permis de mettre des mots là où il n'y avait que des sensations confuses, que des automatismes douloureux, que des incompréhensions pesantes. Grâce à ce travail sur moi-même, grâce à ma compréhension de mon vécu, de mon parcours, j'ai appris à poser un regard critique sur ma manière de fonctionner, sur ma manière de penser. Et aujourd'hui, quand une idée intrusive revient, il m'arrive de lui répondre simplement « Je sais d'où tu viens. Je sais ce que tu essayes de faire. Tu veux me protéger. Mais aujourd'hui, je suis grand. » Ça paraît simple, mais ce regard-là a changé le cours des choses. Comprendre, vraiment comprendre le pourquoi et le comment de mes instabilités, de mes insécurités et aussi de ces protections que j'avais moi-même mises en place, saisir leur sens et leur finalité. Après 7 années de psychothérapie analytique, ça a complètement changé la donne. Aujourd'hui, je sors de l'angoisse en quelques jours, ou dans le pire des cas, en quelques semaines. Avant, à l'adolescence et au début de ma vie adulte, j'étais enfermé dans ces idées pendant des années, sans pouvoir prendre de la distance, ni poser un regard critique. Je m'en sortais pas. Donc j'insiste, la psychothérapie analytique et la psychanalyse
m'ont aidé en profondeur à reprendre le dessus sur moi-même, à ne plus être prisonnier de mes pensées, ni de mes croyances, à ne plus les croire automatiquement comme vraies, et à pouvoir parfois les regarder avec un peu plus de hauteur, et surtout avec un peu plus de paix. Mais parfois, comprendre mon fonctionnement psychique ne suffisait pas. Quand j'étais submergé par mes peurs, il me fallait un autre appui. Alors j'ai commencé à quantifier mes angoisses, à quantifier les risques que j'imaginais, en probabilités concrètes. C'était une manière pour moi de reprendre un peu de contrôle sur ce que mon esprit me présentait comme des dangers réels. Parce que, dans le doute obsessionnel, tout se passe comme si une idée, aussi absurde soit-elle, devient une menace réelle et redoutable. Le simple fait de l'imaginer suffit à la rendre crédible. Mais quand je prenais le temps de déconstruire ces scénarios, étape par étape, en me demandant quelle est la probabilité réelle que ce danger arrive, je reprenais pied. Je ne cherchais pas à éliminer la peur par la logique. Je savais que ça serait très difficile. Mais je voulais réintroduire du réel, du rationnel, face à ce que mon psychisme injectait de force dans mes souvenirs. Et ce simple calcul, même s'il était théorique, me rappelait une chose essentielle. Mon angoisse ne reflétait pas la réalité. Je veux dire par là que la probabilité que ce danger se produise était de l'ordre de 1 sur 500 000 ou 1 sur 1 million. Une estimation sérieuse en plus, basée sur les hypothèses raisonnables. Les probabilités sont donc pour moi un moyen de ne plus me laisser envahir par la panique. Une manière de dire à mon doute obsessionnel « J'entends ce que tu me dis, mais ce que tu me dis, c'est pas raisonnable. Ce que tu me dis, c'est pas possible. » Et donc, ce qui m'a aidé à prendre du recul, c'est de mettre des chiffres. Calculer une probabilité, ça m'a aidé à remettre les choses en place, à tempérer l'angoisse, parfois même à m'en libérer complètement. Parce que j'en arrive toujours à ce constat. Je suis en train de sacrifier ma tranquillité pour un scénario qui a une chance sur 1 million de se produire. Tout ça pour vous dire que, face aux idées intrusives, les probabilités m'ont aidé à reprendre le dessus, à relativiser, à calmer l'angoisse et à revenir peu à peu au concret. Vous savez, j'ai appris au fil du temps à utiliser l'angoisse comme un carburant. J'ai décidé de ne pas la nier, de ne pas la fuir, mais de m'en servir pour l'exploiter. Je veux qu'elle me traverse et avancer avec elle. Parfois, dans les moments de panique, il y a l'idée intrusive, mais il y a aussi autre chose à côté. Il y a cette conviction profonde que je ne dois pas me laisser écraser. Il y a cette conviction que cette angoisse, aussi intense soit-elle, ne sera pas la fin de l'histoire. Qu'après la tempête, il y aura l'accalmie. Et que dans cette accalmie, je pourrai me retourner et apprécier tout ce que j'aurai accompli, malgré mes peurs anciennes. Malgré l'angoisse, il faut avancer. Même au ralenti, c'est pas grave. Mais garder le cap vers ce qui compte pour nous, vers ce qu'on souhaite vraiment accomplir. Avancer, par respect pour soi-même et pour nos aspirations. Parce que je sais que tout ce que j'accomplis pendant l'angoisse, je le retrouverai plus tard, et avec fierté. Cette fierté-là, ce regard-là sur moi, c'est ce qui peu à peu renforce l'estime de soi. Avancer malgré tout sur notre propre chemin, c'est déjà une victoire sur l'angoisse. Une victoire silencieuse, mais une victoire bien réelle.
Et à force de petites victoires sur soi, on découvre des forces qu'on ne soupçonnait pas. On comprend qu'on a le droit de trébucher, mais que ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. J'espère que ce témoignage fera écho chez certains d'entre vous, et surtout qu'il pourra vous aider. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.